Margaret Foster se tenait derrière la caisse du Riverside Grocery depuis si longtemps que le rythme du travail vivait en elle. Le bip du scanner, le froissement des sacs en plastique, le calcul silencieux de ce que les gens pouvaient ou ne pouvaient pas se permettre. À 59 ans, elle pouvait généralement deviner comment une transaction se terminerait avant même qu'elle ne commence. Mais lorsque cet après-midi d'hiver-là, deux petites filles s'avancèrent vers sa caisse, quelque chose lui sembla différent. C'étaient des jumelles, âgées d'à peine 7 ou 8 ans, avec des tresses blondes identiques et des salopettes en jean assorties, portées sur des robes bleu pâle. Entre elles, elle tenait une seule miche de pain, comme si elle était fragile. Margaret annonça le prix doucement, sentant déjà la tension dans leurs petites épaules raides. Les filles échangèrent un regard, ce genre de regard qui trahit des décisions partagées, prises bien trop tôt dans la vie, puis l'une d'elles leva enfin les yeux. D'une voix tremblante, elle demanda si elle pouvait prendre le pain maintenant et revenir payer plus tard. Elles promirent qu'elles le feraient. Margaret se pencha en avant, baissant la voix, et leur demanda où étaient leurs parents. La réponse vint par fragments. Leur mère était malade, trop faible pour sortir du lit, et il n'y avait rien à manger à la maison. Leur père était parti l'année précédente. Elles étaient plus que toutes les trois maintenant. Ces mots lui tombèrent lourdement sur la poitrine. La politique du magasin résonnait dans son esprit. Aucun article impayé, aucune exception, mais aussi le souvenir de ses propres hivers d'enfance, lorsque la faim était discrète et constante. Avant même qu'elle puisse décider quelle règle l'emporterait, une voix calme s'éleva derrière les fillettes, proposant de payer. Margaret leva les yeux et vit un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés, vêtu simplement d'une manière qui suggérait la richesse sans l'exhiber. Il s'avança, sans hâte ni emphase, et demanda aux filles de quoi elles avaient d'autres besoins à la maison. « Du lait », murmura l'une d'elles, « de la soupe pour leur mère. » Elles s'empressèrent d'ajouter que le pain suffirait, qu'elles ne voulaient même pas être gourmandes. L'expression de l'homme s'adoucit. Il leur dit qu'elles n'étaient pas gourmandes du tout, qu'elles prenaient soin de quelqu'un qu'elles aimaient. Se tournant vers Margaret, il lui demanda de les aider à rassembler ce qu'il fallait en l'assurant qu'il paierait tout. Tandis qu'elle enregistrait les articles, Margaret sentit un léger changement dans l'atmosphère. Ce n'était pas simplement un homme en train de résoudre un problème. Il choisissait de ne pas détourner le regard. Et lorsqu'il s'agenouilla à hauteur des yeux des fillettes et leur demanda doucement s'ils pouvaient rencontrer leur mère, Margaret comprit que cet instant allait devenir quelque chose de bien plus grand qu'une simple miche de pain. Arthur Thornton attendit pendant que les jumelles rassemblaient à leur sac, observant la façon dont elles les serraient contre elles, comme si elles craignaient que quelqu'un ne change d'avis. Il se présenta simplement, sans titre ni explication, et proposa qu'ils rentrent ensemble. Lorsque les filles hésitèrent, instinctivement méfiantes envers les inconnus, il hocha la tête en direction de Margaret et lui demanda si elle accepterait de venir aussi. Le soulagement se lut aussitôt sur leur visage. La confiance, Arthur le savait, se gagnait lentement, surtout auprès d'enfants qui avaient appris la prudence à leurs dépens. Dehors, l'air froid transperçait leurs manteaux, tandis qu'ils se dirigeaient vers un immeuble étroit à la lisière de la ville, à la peinture écaillée, aux escaliers usés par des années de passage. Quelqu'un avait placé des pots de fleurs près de l'entrée, un petit acte de défi face à la décrépitude. Les filles les guidèrent jusqu'au 3e étage, leur pas rapide malgré le poids qu'elles portaient. À l'intérieur de l'appartement, l'air était lourd et vicié. Une femme était allongée sur le canapé, sous une couverture trop mince, la peau rougie, la respiration courte. Lorsqu'elle tenta de se redresser, l'effort lui fit visiblement mal. Elle était plus jeune qu'Arthur ne l'avait imaginé, usée non par l'âge, mais par l'épuisement et la peur. Tandis que les filles se précipitaient vers elle, parlant toutes à la fois, l'histoire se révéla par fragments. Elle s'appelait Christine. Depuis le départ de son mari, elle travaillait à 2 emplois, serveuse le jour, femme de ménage dans des bureaux la nuit. Quelques jours plus tôt, elle s'était effondrée au travail. Le diagnostic de pneumonie était arrivé trop tard pour enrayer la chute. Trop malade pour travailler, trop fière pour demander de l'aide, et terrifiée à l'idée que l'intervention des autorités ne lui fasse perdre la seule chose qui lui restait, ses filles. Arthur écouta sans l'interrompre, le visage impassible, les mains calmement croisées sur ses genoux.
Lorsque Christine eut terminé, toussant sur ces derniers mots, il sortit son téléphone et passa un appel avec une autorité tranquille, demandant une visite médicale urgente à domicile. Christine protesta faiblement, affirmant qu'elle n'avait pas les moyens de payer un médecin. Arthur lui répondit qu'elle n'en avait pas besoin. Certaines dettes, dit-il, étaient faites pour être transmises, non remboursées. Lorsque le médecin arriva et confirma la pneumonie, le soulagement et la peur se mêlèrent dans les yeux de Christine. Tandis que les médicaments étaient disposés sur la table et que les consignes étaient données, Arthur s'assit avec les jumelles, leur expliquant doucement ce que signifiait réellement le courage. Pas seulement être brave, dit-il, mais savoir quand demander de l'aide. Alors que la nuit tombait sur le petit appartement, Arthur comprit que quelque chose avait déjà changé. Il était venu pour payer des courses. Il restait parce que s'en aller n'était désormais plus une option. Le docteur Peterson partit juste après le crépuscule, promettant de repasser le lendemain matin. L'appartement parut plus silencieux après son départ, ce genre de silence qui s'installe quand une crise marque une pause sans pour autant relâcher complètement son emprise. Christine se rallongea contre les oreillers, l'épuisement inscrit dans chaque trait de son visage, tandis que Margaret s'affairait dans la cuisine, réchauffant de la soupe et ouvrant les fenêtres juste assez pour laisser entrer un peu d'air frais. Arthur resta à la petite table avec les jumelles, observant avec quel soin elles écoutaient, avec quel sérieux elles prenaient chaque parole du médecin. Lorsque Christine sombra dans un sommeil léger, alourdi par les médicaments, Arthur se pencha vers les filles et leur demanda si elles avaient eu peur en allant seules au magasin cet après-midi-là. Toutes deux acquiescèrent, graves et sans honte. Il leur dit que la peur ne signifiait pas la faiblesse, que le courage ressemblait souvent exactement à ce qu'elles avaient fait, avancer parce que quelqu'un d'autre dépendait d'elles. Au cours des jours suivants, Arthur revint encore et encore, non avec de grands gestes spectaculaires, mais avec une présence constante. Des provisions apparurent dans le réfrigérateur, le loyer fut discrètement réglé. Une aide-soignante passa chaque jour pour vérifier les constantes de Christine et lui rappeler de se reposer. Christine, toujours faible mais l'esprit plus clair, trouva enfin le courage de poser la question qui pesait de plus en plus lourd dans sa poitrine. Pourquoi faisait-il tout cela ? Arthur prit un long moment avant de répondre, son regard se posant sur les jumelles assises à la table, penchées sur leurs devoirs. Il lui parla de Rebecca, sa fille, morte des années plus tôt, et de sa femme qui l'avait suivie peu après, usée par le chagrin. Il admit que depuis, il avait appris à fonctionner, mais pas à vivre, à donner de l'argent sans jamais se donner lui-même. Voir les filles dans l'épicerie avait fissuré quelque chose qu'il avait gardé scellé pendant des décennies. Christine l'écouta, des larmes glissant silencieusement sur ses joues, comprenant que ce n'était pas une charité offerte depuis l'abondance. C'était un lien tendu depuis un lieu de perte partagée. À mesure que Christine se rétablissait, Arthur ne disparut pas. Il resta présent, veillant à ne jamais franchir de limite, demandant toujours, ne présumant jamais. Peu à peu, la peur dans les yeux de Christine s'adoucit pour devenir de la confiance. Les jumelles commencèrent à rire plus librement, les épaules moins tendues, leurs questions devenant plus curieuses que prudentes. Arthur comprit alors qu'en les aidant, il n'avait pas seulement stabilisé leur vie, il avait aussi commencé à stabiliser la sienne. Au moment où le printemps arriva, la crise qui avait autrefois occupé chaque pensée éveillée de Christine avait commencé à desserrer son emprise. Elle reprit le travail, cette fois dans un poste unique qu'Arthur l'avait aidé à obtenir, un emploi correctement rémunéré qui ne l'obligeait plus à sacrifier sa santé pour survivre. Le changement fut presque immédiat. Elle dormait toute la nuit, elle riait plus facilement. La tension constante qui aiguisait sa voix commença à s'estomper. Pour Emma et Lily, la stabilité opéra sa magie silencieuse. Elles cessèrent d'accumuler de la nourriture dans leur sac à dos. Leurs enseignants signalèrent des humeurs plus lumineuses, des sourires plus rapides, une assurance qui n'existait pas auparavant. Arthur devint une présence régulière, jamais intrusive, jamais distante. Il aidait aux devoirs à la table de la cuisine, leur apprenait à jouer aux échecs les après-midi pluvieux et les emmenait à la bibliothèque chaque samedi où elles se lançaient des défis dans les allées.
se disputant pour savoir quels livres emprunter. Il assistait aux événements scolaires et aux foires scientifiques, applaudissant plus fort que quiconque, la fierté brillant dans ses yeux. Christine observait tout cela avec une gratitude prudente, pleinement consciente de la facilité avec laquelle l'aide pouvait se transformer en contrôle. Mais Arthur était attentif, les décisions étaient toujours les siennes. Il demandait avant de donner un conseil, écoutait plus qu'il ne parlait, et faisait clairement comprendre qu'il n'était là pour remplacer personne, seulement pour soutenir. Un après-midi, presque 1 an après leur première rencontre, Arthur les invita à déjeuner chez lui. L'émerveillement des filles fut immédiat, leur voix résonnant dans des pièces trop vastes pour le silence. Arthur admit que la maison avait été construite pour une famille et qu'elle était restée vide bien trop longtemps. Autour du déjeuner sur la terrasse, avec la ville qui s'étendait à leurs pieds, les mains d'Arthur tremblaient légèrement tandis qu'il parlait. Il dit à Christine que la maison était trop grande pour une seule personne et que son appartement était trop petit pour 3. Puis il fit son offre, non pas un sauvetage, mais une vie partagée, une aile séparée, l'intimité préservée, de l'espace pour respirer et la simple promesse de ne pas être seul. Le premier réflexe de Christine fut de refuser. La fierté montant rapidement, mais lorsqu'elle regarda ses filles, en sécurité, épanouies, pleines d'espoir, elle comprit ce qui lui était réellement proposé. Pas de la charité, un sentiment d'appartenance. Alors que les mots s'installaient entre eux, la maison vide sembla se pencher un peu plus près, attendant d'être à nouveau remplie de rire. Ils emménagèrent dans l'aile est de la maison d'Arthur 1 mois plus tard, apportant avec eux des cartons qui contenaient davantage de souvenirs que de biens. Dès la première nuit, le changement fut indéniable. La maison, autrefois creuse et résonnante, se remplit de sons qu'Arthur avait presque oubliés. Des pas dans l'escalier, des disputes pour savoir à qui revenait le tour d'utiliser l'ordinateur, des rires flottants dans des couloirs qui n'avaient de connu que le silence. Christine conserva son indépendance, gérant son propre espace et son emploi du temps, mais elle ne portait plus le poids toute seule. Avec le temps et les encouragements, elle termina son diplôme et trouva un travail aidant d'autres familles en difficulté, déterminée à être la voix dont elle avait autrefois eu besoin. Emma et Lily s'épanouirent. Le ventre plein et grâce à des routines stables, elles excellèrent à l'école, explorèrent la musique et l'art et grandirent en jeunes filles confiantes, se souvenant de ce qu'était la fin sans plus en être définie. Arthur observait tout cela avec une admiration silencieuse, réalisant que la maison qu'il avait autrefois évitée l'ancrait désormais. À l'anniversaire de leur installation, il les réunit dans la bibliothèque et remit à Christine une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, non pour changer à qui appartenaient les filles, mais pour officialiser ce qui existait déjà. Arthur demanda à être leur grand-père, à tous les égards qui comptaient, à faire la promesse qu'il serait toujours là. Christine pleura en le serrant dans ses bras, comprenant qu'il ne s'agissait pas seulement de sécurité, il s'agissait de permanence. Des années plus tard, lorsque les filles seraient adultes, elles parleraient du jour où elles avaient demandé du pain en s'attendant à un refus. Elles s'émerveilleraient de voir comment un seul choix, fait par un inconnu qui aurait pu passer son chemin, avait transformé toute leur vie. Arthur repensait souvent à cet après-midi-là, à la manière dont le fait d'avancer lui avait rendu un avenir qu'il croyait perdu. Il était allé au magasin le cœur vide et en était revenu avec un sens à sa vie. Margaret Foster racontait l'histoire à quiconque voulait l'entendre, la qualifiant de miracle, même si Arthur savait mieux. Ce n'était pas de la magie, c'était de la compassion choisie dans un moment ordinaire. Et en la choisissant, il découvrit que la véritable richesse ne se mesurait pas à ce qu'il possédait, mais à la famille qu'il avait construite et à l'amour qu'il avait enfin ramené chez lui. Si ces histoires